Comme convenu, comme je vous avais promis, voici mes plaintes. Je vais essayer de parler le moins possible et filmer afin que vous lisiez de vous-même. Intégrez dans vos esprits le fait que ces gens aient modifié mes écrits, coupé comme je passe mon temps à vous le montrer. Donc ils saisissaient à ma place, coupaient des mots, tout ça. Je viens auprès de vous afin, et je sais que vous avez le temps de lire parce que c'est un sujet assez grave. À moins d'être un idiot vraiment, pour ce que nous vivons, pour ce que certains de nos voisins dans les pays en Afrique et ce que les gens au nord-ouest et au sud-ouest vivent vraiment, ça nécessite que vous preniez la peine de lire. Et je voudrais que vous intégriez dans vos esprits que nous avons affaire à un État terroriste. Et non plus, comme je le pensais à l'époque en écrivant cette lettre, à des terroristes qui agressent l'État. Et je vous expliquerai ensuite pourquoi je le pense. On m'a menacé de mort. Je vous assure que ça fait des années que ça commence à courir. Et je n'arrive plus à mener une vie décente. Parce que je suis franchement agressée. Quand je vois certaines autres personnes raconter, je suis pourchassée, je suis ceci, je suis cela, je suis vraiment étonnée. Parce que ils ne vivent même pas un dixième de ce que je vis. Je les regarde, je suis étonnée. Très étonnée. Très étonnée. Je pense que je me suis assez arrêtée. Regardez à qui j'ai écrit. Monsieur le procureur de la République près du tribunal de grande instance du Foundi. Il avait demandé une enquête, ce qui n'a pas été fait. Et j'insiste sur le dernier paragraphe-ci. Le dossier avait été envoyé ici, à la direction régionale de la police judiciaire. L'enquêteur qui m'a été attribué a usé d'abord de, comment on appelle ça, l'intimidation. Premier contact, il m'a intimidé. Il m'a d'abord franchement insulté sur mon physique, ma façon d'être habillée alors que j'étais pas mal habillée. J'avais un pantalon normal, très propre. Je ne suis pas quelqu'un de sale et de villageois. Je portais une veste bien mise. Il s'est mis à me traiter de... peut-être que je suis une criminelle. J'étais accompagnée d'un commissaire que j'avais reconnu. C'était une commissaire ou une inspectrice que j'avais reconnue. Il disait, est-ce que je suis avec elle, elle vient plaider pour ma cause. J'étais d'abord tellement étonnée. Après, je lui dis, j'ai un dossier ici, oui, vous pouvez être criminel, patati patati. J'ai été refroidi, complètement refroidi. J'arrive pas à comprendre cette histoire d'insulter les gens quand on arrive dans un bureau. Numéro 2, on essaye de discuter un moment. Il ne veut pas m'écouter. Il rejette mes preuves. Après, il me donne rendez-vous un autre jour. Je suis retournée chez moi refroidie. Je suis restée là-bas quelques jours. Je ne suis même pas allée d'abord au rendez-vous en question. Ensuite, je suis revenue. Je l'ai appelé. Je suis revenue. Quand je lui présente les preuves, il me dit, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas moi qui ai fait ça? J'étais sidérée. C'est-à-dire que au moment d'établir le PV, essayons de tourner la page pendant que je parle. Au moment d'établir le PV, il me dit que lui, la formation, en tant qu'enquêteur, c'est lui qui doit choisir quoi mettre dans le PV. Lui, c'est lui qui doit choisir, pas moi la victime qui dit ce que j'ai vécu ou ce qu'il y a dans la plainte. Donc, par rapport à la plainte, il ne va pas la lire. C'est moi qui vais lui expliquer, mais c'est lui qui choisit quoi garder. Et tout ce que je lui demandais de mettre dans la plainte, il refusait, il rejetait. Il me disait, c'est lui qui décide de ce qu'il va mettre dans le PV. Et à moi maintenant de voir si j'ai bien, il n'a pas mal écrit un nom, il n'a pas mal écrit ceci et de ceci. Il m'intimidait, c'était de la pure intimidation. Vous comprenez, j'avais le choix entre accepter de signer ce qu'il a rédigé ou m'en aller. Ce jour, je me demande même pourquoi est-ce que je n'ai pas tout simplement tourné les talons, je ne suis pas partie, parce que c'était de l'agression pure que je vivais. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas rester là et signer, et ça va l'amener à aller mener les enquêtes. Première chose, il me demande d'aller imprimer
il met dans la clé et puis il demande d'aller imprimer ça. Il y avait un secrétariat hors de leurs locaux, mais pas hors de la barrière. Je paye à mes frais, d'après ce qu'il dit. Deuxième chose, si je veux, parce qu'il avait demandé que, il me dit, hein, pour les faits graves que vous avez vus là, terrorisme, que il va déposer la convocation aux gens, la convocation à Kayo Yannick, celui qui m'avait violé. Donc, si le Cameroun lutte contre le terrorisme, on s'en va, quelqu'un vient se plaindre de quelqu'un qui serait un potentiel terroriste, vous dites que vous allez aller lui déposer une convocation. Et il ne va pas mener d'enquête, il a même d'abord... il s'est exclamé d'une façon, oh, ça ne dépend pas de leur, ça ne relève pas, pardon, de leurs compétences. À la DPJ, bon, ça ne relève pas de vos compétences, donc qui s'en occupe? Donc, en même temps, il joue celui qui n'a pas les compétences. En même temps, il est agressif. En même temps, il veut soi-disant travailler, écrire. Mais ce n'est pas toi qui dois lui dire ce qu'il va mettre dans le PV, le procès verbal. Je comprenais que en réalité, peut-être quelque chose, c'est ce que j'attendais comme enquête, ça n'allait pas donner. Mais j'étais tellement désespérée que je restais là. À la fin, il a fait un PV là-bas. Il a dit que je dois signer, qui ne correspondait même à rien de ce que je lui disais, que je dois signer. Et je lui ai demandé un exemplaire. Il a refusé de me donner l'exemplaire. Il avait refusé. Il m'a dit que le PV, l'exemplaire là, jamais ça reste chez eux. Et patati et patata. J'ai encore trouvé ça très curieux. Que comment se fait-il qu'il a un exemplaire de ce soi-disant PV pendant que moi je n'ai pas d'exemplaire? Bon, ok. Comme c'est lui qui décide de tout, qui reste avec. Et il me dit ceci, pour qu'il mène les enquêtes, il descende sur le terrain pour venir, parce que pour lui mener les enquêtes, c'était de venir interroger les membres de ma famille. Parce que voilà ce qu'il a dit, hein. Interroger les membres de ma famille. En ce qui concerne l'inspecteur dont je parlais là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelqu'un qui était sur une affaire de faux et usage de faux, où on était allé utiliser la signature de mon père. Et elle avait rencontré, disons elle, c'est une femme. Elle avait rencontré, je voulais camoufler son sexe, c'est une femme. Elle avait rencontré mon père en lui disant que quelqu'un s'était amusé à utiliser sa signature. Et donc, elle avait vérifié, elle s'était rendue compte, c'était dans une administration, une structure dans laquelle il travaillait à l'époque. Elle s'était rendue compte que c'était un faux document, c'était une fausse signature et qu'il fallait qu'il confirme juste. Ça, c'était avant qu'il ne décède. J'étais avec mon père, j'étais témoin des faits. Donc, je lui rapportais qu'il y a justement, quand j'ai croisé cette femme, je lui disais qu'en dehors des documents sur mon père, j'avais découvert des documents sur moi. Quelqu'un était en train de falsifier plein de documents et imitait ma signature, mon écriture et utilisait des reproductions de plein d'autres documents. Donc, elle m'a tenu par la main. On est arrivé au bureau de ce monsieur. Ça, c'était lors de la première rencontre. Il s'est mis à m'insulter. J'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrive. Je n'arrivais vraiment pas à comprendre ce qui m'arrive. Donc, je bloque dessus. Je suis en train de parler, mais je bouge aussi. J'aurais dû supprimer certains noms. Je suis désolée, vraiment. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Si tu vois ton nom dans cette partie-là, de n'avoir pas mis le feutre, un feutre noir, de n'avoir pas couvert au feutre noir. Je suis vraiment désolée. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Je voudrais te prévenir aussi de faire très attention parce que ces gens passent leur temps à utiliser ton nom. Même dans les menaces que je reçois, c'est infernal. Fais très attention à toi et à ta petite famille. Je répète, ne vous dites plus que les terroristes sont au Cameroun, mais que des terroristes sont bien au niveau de l'État du Cameroun. Je vais vous dire pourquoi. J'ai vu, par exemple, vous voyez, parmi les terroristes recherchés, on avait lancé un avis de recherche au niveau de
de Fama au Mali. Il y avait la deuxième tête. Il s'appelait Koufa. Koufa, on a dit alias Mobo ou c'était Mobo. En tout cas, j'ai vu des membres de sa famille. Son petit-fils s'appelle comme lui. Vous comprenez? Voilà. En dehors de ça, il y a les autres à Yaoundé, dont j'avais déjà parlé à ces enquêteurs qui ont refusé de mener les enquêtes. Je reste bloqué dessus. J'avais fait des vidéos que j'ai mis en ligne concernant ces personnes dont je parle. Et les vidéos ont été signalées par des individus. Ce qui est curieux, c'est qu'ils ne signalent pas d'autres choses. Où je me plains de harcèlement, d'harcèlement physique et d'harcèlement tout court. Comment ça? Intégrer dans harcèlement toute forme de harcèlement, même sexuel. Oui, intégrer ça. Parce que j'ai été piassée et lacée et violée. Ils ont signalé la vidéo où je montrais ces gens-là au Cameroun, ici au Cameroun, dans la zone où je me trouve. Donc, YouTube m'a obligé à enlever. J'ai enlevé la vidéo en ligne. Donc, si vous pensez que nous sommes en sécurité, et puis un jour, la guerre va déclencher ici au Cameroun, vous allez entendre parler de la paix qui ne reviendra plus jamais, du Cameroun qui devient comme le Mali, qui devient comme le Burkina, pendant que vous étiez couchés à vous dire que non, tout va pour le mieux, les gens mènent le combat la lutte contre le terrorisme, alors que ce sont ces mêmes personnes qui sont en réalité des terroristes. Vraiment, il faudra que vous vous réveillez tôt ou tard, hein, parce que les terroristes ne sont pas cachés dans la broussaille. Ils ne sont pas cachés dans la broussaille. Parmi les forces de l'armée, les forces de l'ordre, ils sont là-bas. Même dans l'administration, ils sont là-bas. Ce ne sont pas des gens qu'on peut trouver dans un coin, ils sont cachés là-bas. Oui, certes, il y a ces gens. Il y a ces gens-là, oui, c'est vrai. Parce qu'il y a même des gens qui viennent d'ailleurs pour leur porter main forte. C'est vrai. Mais ceux-là, en général, sont là pour faire diversion par rapport vis-à-vis de ceux qui sont là dissimulés, comme vous et moi, à marcher autour de vous et moi. Ils sont des gens comme vous et moi là, que vous voyez tous les jours, avec lesquels même parfois les enfants, vous partez à l'école. Donc, dessus, il faut faire attention. Ce sont des détails dont on ne vous parle jamais, mais pourtant c'est vrai. C'est vrai, ça existe. Et les gens qui luttent vraiment contre le terrorisme savent que je dis la vérité. Je dis un fait qui est. Donc, je vais recommencer. Au cas où. Parce qu'en réalité, ma lettre à la fin... Voici l'autre. Voilà les références. Voici la genèse de cette histoire. Ça, c'est le premier enregistrement au niveau du parquet. Et... Excusez-moi. Le document disparaît. Et au parquet, ils me disent que ils ne retrouvent pas le registre qui contenait l'enregistrement de mon document. Quelque chose de très curieux, hein. Et ils étaient très hautains, très méprisants quand ils m'ont dit ça. Je suis allée voir le procureur. J'ai refait une autre lettre, 3 exemplaires que j'ai redéposés. Et puis, il m'a fait sortir ça pour aller déposer maintenant moi-même. Après plusieurs semaines, hein. Là, vous voyez, j'avais déposé le 26 décembre. Vous voyez à quel moment, maintenant, le 6 janvier 2025, je suis obligée de revenir redéposer et faire sortir. On avait enregistré ça au numéro... Ils ont barré au moment où ils me font enregistrer à nouveau. Au numéro 15, attendez, je lis bien, 1523. C'était ce qui était écrit. Donc la femme qui avait d'abord enregistré et qui a fait soi-disant, elle a fait semblant, hein, elle a fait mine que de ne plus avoir le registre parce qu'ils avaient fait disparaître cette lettre. Et face, elle met ici le stylo bleu, pardon. Après, elle s'en va enregistrer maintenant avec le numéro 133. Ça, c'est pour la PJ, Direction de la police judiciaire, où ils m'ont chassé comme un animal. C'est-à-dire que
là-bas à la PJ, je vous assure qu'il y a des gens qui ne sont pas complices, comme à la DPRJ, que vous m'avez entendu parler des gens de la DPRJ qui ne savent même pas, ils sont même pas au courant. Il y a des innocents mêlés à des criminels. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Il y a des criminels, hommes en tenue, femmes en tenue, qui sont des terroristes ici au Cameroun. Ils savent bien ce qu'ils font. Ils travaillent au milieu de personnes normales. Vous entendrez toujours parler d'eux. Ils ont assassiné tel, sous l'ordre de tel, machin, ceci, cela, pendant qu'on va dédouaner la tête de toutes ces choses-là. Pendant qu'il y a les autres qui sont là-bas, au milieu d'eux, ils ne comprennent pas trop, mais ce sont des gens comme moi, comme par exemple, je vous ai raconté dans une vidéo quand je travaillais pour Media Mania Sal. Je savais même que c'était d'abord les qui. Des étrangers, vous savez, la plupart des jeunes aujourd'hui, quand ils sortent de l'école, ils veulent travailler, ils veulent manger, ils veulent avoir de l'argent. Ils postulent partout où ils peuvent. Après, moi, je trouve un emploi et ils sont pour la plupart du temps très heureux quand ils travaillent avec des étrangers. C'est un emploi en télétravail. Ça, c'est la même lettre. Donc, c'est la même. Vous allez juste voir les références. Voilà les références qui sont dessus. C'est la même lettre. En fait, je reprends la lettre que je dépose. Je dépose la même lettre. Donc, c'est un emploi en télétravail. Bien rémunéré. Mais je ne savais pas qui était derrière. Seule la façon dont j'ai été traitée durant tout mon parcours là-bas vous montre qu'il y a un truc. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que je n'ai même pas fini de vous raconter mon parcours à l'intérieur de Media Mania Sal. Seul mon passage dans cette entreprise vous montre qu'il y a un truc qui cloche. Quelque chose cloche. Et la seule personne, le dindon, là où la dinde de la farce, c'était en réalité moi. Je découvre des semaines, voire des mois. Je n'arrive plus à me situer exactement, mais peut-être mes proches, ceux qui étaient avec moi à ce moment-là, peuvent s'en souvenir. Après avoir été embauché, que c'est Paul Biya qui est derrière l'entreprise. Pas avant. Et je ne bénéficie de rien qu'une employée normale de l'administration au Cameroun ou c'est-à-dire que, disons, de l'administration au Cameroun, dont pouvait bénéficier un employé normal de l'administration camerounaise pour un chef de l'État camerounais qui connaît les lois du pays. Donc, je vous ai aussi parlé du fait qu'il soit en train de modifier mes emails pour me faire passer pour quelqu'un qui, je ne sais même pas quoi. En réalité, on veut m'inventer une vie que je n'ai jamais eue. Quelqu'un de très rangé, hein. Je ne suis jamais allé tremper dans des affaires bizarres. Jamais. On veut m'inventer une vie. C'est pour ça que je passe mon temps à dire qu'il y a un truc qui cloche. Ce monsieur doit être malade mental. Excusez-moi, je n'ai pas peur parce qu'on m'a menacé de mort, papa, maman, tous ceux qui vont regarder ça. Quand on menace quelqu'un de mort, il sait que ça, n'est-ce pas, sa vie est scellée. Il va encore se retenir de dire quoi? Ils ont tué mon père, lâchement. Ce n'est que de ça dont il s'agit. Je ne mets même pas en danger mon fils parce que mon fils est aussi menacé. Il va se retenir de dire quoi? Je dis seulement qu'évitez de modifier tout ce qui me concerne parce que je n'ai rien à voir avec vous. Je ne vous connais pas. Mes proches savent que je ne vous connais pas. On ne vous connaît pas, ma famille et moi, on n'a rien avec vous. Laissez-nous tranquilles. Ils ont bloqué mon livre, mon ouvrage. Tous ceux qui ont suivi mes vidéos jusqu'à présent savent de quoi je parle. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, qui veulent juste juger bêtement ou bien qui sont des complices de ces bêtises-là, vraiment, je n'en ai rien à foutre de vous, je vous encule. Ceux qui sont naïfs, vraiment, je m'excuse. Je m'excuse de votre naïveté. Essayez de l'être moins parce que c'est pour votre propre bien. C'est pour votre bien. Donc là, nous allons recommencer. Donc, que vous preniez le temps de lire.
J'ai la main qui tremble un peu, hein. Excusez-moi. C'est normal, hein. Avec tout ce que je vis, c'est normal. Comment donc séparer le bon grain de l'ivraie parmi des policiers bien et ces démons qu'on a dans ce pays? Vous savez, les membres de la famille de Koufa dont je parle là, ils portent les tenues de la gendarmerie, hein. La gendarmerie camerounaise, des étrangers. Ils parlent le foufou, le foufoudé, ou pardon, un peu de foufoudé, mais le bambara. Pardon, j'ai failli dire le foufoudé. Ils parlent de foufoudé avec les gens locaux là. Mais le bambara, j'ai failli m'arrêter juste au foufoudé. Ils parlent le foufoudé. Ils parlent bambara. Bambara, oh. Si je pouvais filmer cette histoire de en train de parler. Parce que j'ai déjà filmé une fois, ils m'ont signalé sur YouTube. Ils parlent le bambara avec la tenue de l'armée camerounaise, de la gendarmerie. L'époux et la femme. Vous avez déjà vu où que... C'est-à-dire que sur 10, les chances sont tellement maigres que des couples, chaque fois que vous croisez des couples de ce genre, de ce type-là, les deux sont dans les forces de l'ordre. Ça n'a aucun sens. Pour que ces résultats arrivent, les chances sont tellement minces. Sur 100, vraiment, on a peut-être 20. Mais moi, à chaque fois que je les vois, ce sont des couples installés dans les forces de l'ordre camerounaises. Ça se fait comment? Un étranger, une Camerounaise, porte la tenue du Cameroun. Vraiment, excusez-moi, moi je joue ce qu'on dit ici dans mon pays, on appelle ça le maintien. Parce que si quelqu'un te dit que il va te tuer et qu'il ne t'a toujours pas tué, ça veut dire que, bon, tu es en sursis. Tu es en sursis, je ne suis même pas en train de rire, je suis dépité. Je suis dépité. Je respire, j'essaye de respirer. Je suis dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est courageux, n'a pas peur, parce qu'il sait que, bon, comme on m'a dit que je suis condamné, bon, il y a quand même un peu de peur. J'essaye de trouver mes mots vis-à-vis de ça. Je reste dessus. Je reste dessus. J'essaye de trouver mes mots. Il a peur, mais il est courageux à la fois. Il tremble, mais il attend. C'est en réalité ça. Je dis qu'il est malade parce que c'est un type... Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Si je n'arrive pas à comprendre pourquoi on me pistait pour que je postule en Médiamania, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est ça. Ça a été ça. Et que j'ai reçu le traitement que j'ai reçu pour pouvoir raconter des stupidités sur moi, des choses qui n'ont jamais existé parce qu'il y avait des témoins. Je pense que c'est ça puisque je suis en train de me plaindre d'un fait. Le cyberespionnage de mes appareils, ordinateur, téléphone portable. Ça veut dire qu'ils étaient en train de faire des choses intentionnellement, que j'aille m'orienter intentionnellement vers cette entreprise, etc. Et je vous le prouve en ligne. Je suis en train de vous le prouver. Je ne fais pas que montrer bêtement comme ça, je le prouve en ligne. Et si je m'assieds, je réfléchis, je ne comprends pas. Ça veut dire que pour moi, dans ma tête, ça veut dire que cet homme est malade mental. Je suis désolée pour ceux qui m'entendent, hein, pas pour lui. Il tue les gens pour son plaisir. On va dire ça ainsi. Et je vous ai dit la dernière fois ce que je pensais vis-à-vis du fait qu'il soit encore au pouvoir. C'est juste une récompense pour lui. On lui donne cette récompense pour tout ce qu'il passe son temps à faire, pendant que ses patrons, ses grands patrons, pillent le pays, lui aussi.
L'histoire de cette lettre, c'est que non seulement elle a subi des agressions pendant que je la saisissais, mais elle a aussi été modifiée à un moment donné par ces individus qui rentraient par effraction chez moi. Donc ils venaient, ils dégrafaient, ils agrafaient. Pardon, ils dégrafaient, ils agrafaient. J'ai roté, c'est pour ça que j'ai dit pardon. Ils dégrafaient, ils agrafaient. Je me rapproche. Je vais encore filmer une dernière fois. Dans l'espoir que vous pourriez faire quelque chose pour nous. En fait, j'étais là dans la logique d'accuser le MRC tout entier. À tous ceux qui se trouvent, maintenant je m'adresse à tous les innocents partout. Quels que soient les lieux où ils se trouvent, qui pourraient côtoyer ce genre d'individus, qui sont en train de les côtoyer. Vous m'excuserez pour ce que je dis, mais les gens comme vous, il n'y a jamais de fumée sans feu, devraient ouvrir les yeux. Leurs yeux et leurs oreilles, je suis assise comme une musulmane, par terre. Ouvrir leurs yeux et leurs oreilles et faire attention à tout ce qui est autour d'eux. Parce qu'ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là comme moi. Hein. Comme moi quand j'allais à Media Mania. Ils ont été mis là pour une raison. Comme moi quand je côtoyais Binaloris à mon adolescence. Lui savait qui j'étais. Moi je ne savais pas qui il était. Pour moi je l'avais rencontré par le biais de quelqu'un. Pendant que lui et son frère savaient bien ce qu'ils faisaient. Ceux qui veulent n'ont qu'à ne pas y croire, mais ils seront surpris le moment venu de constater que j'avais raison. Je le répète, hein, c'est comme ça que dans les autres pays, les gens se réveillent souvent brutalement. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et après, ils commencent à faire face à la dure réalité des choses. Moi, je me suis réveillée brutalement en me demandant, je dois quoi à Paul Biya? Pour enfin, finalement, me dire qu'il doit être malade. Il doit être malade mental. Donc maintenant, dans un pays normal, que l'on ne puisse pas s'exprimer sur un président qu'on n'a pas élu, vis-à-vis des choses que l'on vit et qu'on subit par rapport à lui, ça veut dire qu'on est dans un pays qui oppresse. Je suis désolée si je parle des faits, de la réalité. Non seulement s'il n'y avait pas ces histoires dont je parle de terroristes, on serait dans un État qui oppresse, oppresseur, un dirigeant criminel. C'est un fait. Et je répète encore à vous dont je parle, vous les innocents, il n'y a pas de fumée, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc réveillez-vous. Je m'excuse si quelquefois je peux avoir des mots durs vis-à-vis de vous et je m'excuse si j'ai eu des mots durs vis-à-vis de vous dans cette lettre. Pour ceux qui sont du MRC. Mais des autres, vraiment, je vous encule. Oui, je parle bien des leaders. Je vous encule parce que vous êtes complices. Des assassins. Ils ont tué froidement mon père. On lui a donné le suicide de la souffrance, de la douleur. Allez battre un vieux de 77 ans. Hein. Donnez-lui un suicide de quelques jours. Jouez les sauveurs. Dans un état de... Un suicide de quelques jours dans un état de comment on va dire ça, de végétal, végétatif, un état végétatif. État végétatif, pas végétal. Donc je pense que maintenant on a fait le tour. C'est bien visible pour tout le monde. Mais sinon, on peut encore refaire une dernière fois jusqu'à ce que... Voilà. Une fois que c'est arrivé à la PJ, voilà ce qui a été enregistré. Voilà les références. Mes enquêteurs à la PJ ont refusé de me donner leur nom. Hein. J'avais lu sur la chemise de l'un d'entre eux son nom. C'était
Jean-Yves Vogo. Le deuxième m'a refusé, il m'a chassé comme un animal. Il me dit ceci, je fais quoi avec son nom? Je n'en ai pas besoin. Allez, sortez de mon bureau. J'étais dépitée. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je n'ai pas été impolie, insultante. À un moment donné, ils prennent même à témoin des gens sur des choses qui n'ont jamais existé. Je me suis demandé, quand on prend à témoin quelqu'un, quand quelqu'un est poli, j'étais même en larmes. Que pardon, on peut me tuer, on peut me tuer, on peut me tuer, s'il vous plaît, aidez-moi. Quelqu'un comme Jean-Yves Vogo montre deux personnes dans la pièce pendant que je suis en larmes. Là, dit que je vous prends à témoin, machin, que je l'aurais agressé pendant que je suis en train de pleurer, que au secours, aidez-moi, pardon. Si on peut rapidement m'attribuer un enquêteur, voici ce que j'étais en train de lui dire. Parce que c'était lui le chef, on m'avait envoyé là-bas, je n'étais même pas au courant que de pleurer devant lui, c'est une forme d'agression. Et de lui dire que si on peut rapidement m'attribuer un enquêteur, pardon, je suis menacé de mort, ça veut dire que je suis en train de l'insulter. Je ne savais pas, hein. Je l'ai découvert à mes détriments. Et j'ai compris que j'avais affaire à des criminels.